Hello et bienvenue pour une nouvelle mise au point, ça faisait un petit peu de temps, étant donné qu'on a passé pas mal de temps sur la dernière franchise en date et que je trouvais que c'était pas très nécessaire de faire une mise au point entre temps. Enfin, maintenant que j'en ai terminé avec Kingdom Hearts, et je pense vraiment que c'est terminé, je vais en parler dans pas longtemps, je pense que l'on peut revenir là-dessus et parler de quelques petits sujets à côté. Une fois de plus, je tiens à repréciser que ces vidéos mises au point, si j'en fais de moins en moins souvent, c'est en grande partie parce que je trouve de moins en moins de sujets généraux sur lesquels me pencher. Donc là, je racle de plus en plus pour trouver, c'est de plus en plus difficile, mais j'ai réussi à trouver 2-3 petits trucs. Néanmoins, avant de parler donc des sujets généraux, et ben, on va parler des 3 derniers Disney films en date, qui m'ont demandé pas mal de temps de travail. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chains of Memories et Kingdom Hearts 2, une franchise, un début de franchise assez musclé en soi, et le reste, si j'avais dû le critiquer, aurait été tout aussi long à faire. Et ouais, je suis assez déçu du résultat au final. Pas tellement de ce que j'ai sorti en termes de vidéo, encore que je pense que j'aurais pu être un peu plus incisif, un tout petit peu plus rythmé sur 2-3 points. J'imagine que ces jeux n'étaient pas suffisamment faciles à critiquer pour faire quelque chose d'aussi rigolo que je pourrais, mais j'essaie à faire un truc pas trop mal, mais bon, je suis surtout déçu des résultats. Et c'est clairement pas à ceux qui me regardent maintenant que je vais me plaindre, parce que ces gens-là sont ceux qui sont fidèles jusqu'au bout et qui ont très certainement suivi en détail ces vidéos. C'est surtout la réception générale qui me déçoit, et le fait que un travail d'aussi longue haleine a su générer un intérêt assez restreint de la part du public de YouTube. C'est un peu le truc que je déplore depuis pas mal de temps. Une bonne partie de mes vidéos Disneyfield notamment ont un succès plus restreint par rapport à avant. Ça, on en a déjà parlé la dernière fois. Et il y a quand même de temps en temps des fois où ça a son petit succès. Par exemple, lorsque j'ai fait la critique de la série Le Livre de la Jungle, Le Souvenir d'enfance, qui n'est pas non plus une critique qui date de Mathusalem, hein, il y a eu un cas d'intérêt assez notable. Donc, je me suis dit que, voilà, pour un projet aussi ambitieux que ça, dans l'absolu, sur une franchise qui est quand même assez populaire pour pas mal de gens, bah, que ça puisse aller plus loin que d'habitude, surtout en comparaison aux autres jeux vidéo que j'ai traités sur cette chaîne, et ben non. Kingdom Hearts 1, c'est à peu près au même niveau que la dernière vidéo sur les jeux vidéo que j'ai faite, et voilà, Chains of Memories, putain, mais ça a intéressé presque personne, moitié moins de vues que d'habitude. C'est grave, pour moi c'est assez grave quand une vidéo de travail d'une demi-heure apporte vraiment le nombre minimum de vues possible pour un Disney film presque. Et Kingdom Hearts 2, ben c'est mieux que Chains of Memories, mais c'est moins bien que Kingdom Hearts 1. Ce qui fait qu'on peut même pas me trouver l'excuse du ah, c'est parce que Kingdom Hearts 1, la critique est sortie durant le mois d'août, les vacances, il y avait moins de gens, octobre, ça va quoi, merde. Donc non, c'est une franchise qui a pas attiré les gens. Tant pis. Donc voilà, frustrant par rapport à la réception, et c'est ce qui fait que il y a très peu de chances que je traite en bonus 358 jours sur 2. Tout simplement parce que je sais pertinemment que ça n'aura pas un succès monstre et que ça me demandera beaucoup de temps pour des résultats moindres. Et j'aime bien ce jeu, hein, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire dessus, mais je suis pas au point de me faire chier à faire un montage compliqué autour de beaucoup de vidéos juste pour ça, quoi. Pour avoir une réception très tiède, hein, ultra tiède. Donc ouais, désolé, un peu de chance que ça arrive. Sauf si, je ne sait-on jamais, par un quelconque miracle, mes vidéos sur Kingdom Hearts gagnent un regain d'intérêt et un boost à un quelconque moment. À ce moment-là, peut-être que ça justifiera ça, mais pour l'instant, non. Voilà, maintenant que c'est dit, c'est clair. Hein. C'est un peu dommage, hein, je ne veux pas non plus balancer sur cette négativité-là, parce qu'une fois de plus, c'est pas de votre faute, ceux qui me suivaient là tout de suite, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est juste un constat. Et un constat qui, j'espère, ne s'étendra pas sur le reste. Parce qu'il y a la petite possibilité que ça ne vienne pas tellement du fait que les jeux Kingdom Hearts n'attirent pas les gens, que du fait que tout simplement les gens soient moins intéressés par mon contenu, tout simplement.
C'est un peu normal que les vidéos de Total Splash plus récentes aient moins de vues, moins de succès que les plus anciennes. C'était pareil pour toutes les séries de vidéos que j'ai faites. Il y a toujours une petite perte d'intérêt au fur et à mesure, quoi. Il y a de moins en moins de vues au fur et à mesure des nouvelles vidéos sur un projet long comme ça je sais. Et donc peut-être que c'est juste ça qui fait qu'il y a un petit peu moins de vues sur mes Total Splash dernièrement, même s'il y en a encore pas mal. Mais si c'est le cas également pour les Disneyphiles en règle générale, c'est-à-dire qu'en règle générale on s'intéresse moins à mes Disneyphiles, et ben ça va pas me hyper pour créer du contenu par la suite. Voilà, parce que bon, c'est ce qui me plaît, c'est quand même un petit peu d'avoir le sentiment que ça attire les gens, ce que je fais à un certain degré. D'autant plus que je tiens à le préciser parce que les gens ne s'en rendent toujours pas compte après tout ce temps, alors que je dis que ça fait pas mal de temps que je pense avoir terminé ça. Je fais ces critiques Disney en bonus. Alors voilà, à part pour les derniers Disney Pixar qui sortent comme Encanto et Alerte Rouge que je vais traiter dans pas longtemps, c'est vraiment du gros bonus que j'avais pas spécialement prévu ou envie de faire à la base en dehors de ça. Mais il faut que je trouve des trucs pour remplir ma chaîne en essayant de suivre la directive que c'est du Disney animé, quoi. Et c'est pas si simple que ça, malheureusement, à suivre, et de fait ça me donnera pas des masses envie de chercher plus loin si ça attire pas tant de gens que ça dès lors qu'on sort des trucs bien connus. Enfin bon, ça on verra dans les prochaines vidéos qui viendront. En attendant donc, j'ai pas tant de choses à dire que ça sur vos commentaires, vos réactions. Je suis content de la quasi-totalité des réactions qui ont été très compréhensives en disant leur avis. Moi je trouve que c'est bien pour ci, ça, je préfère Kingdom Hearts 2 pour ci, ça, mais en comprenant un petit peu les problèmes qu'on pouvait voir là-dedans. Je vous cache pas que j'ai fait de mon mieux pour que ça passe comme ça, quoi. C'était vraiment censé être des critiques complètes au détail qui pointaient vraiment la plupart des éléments narratifs de l'œuvre et aussi de gameplay de ce que j'en ai connu, parce que voilà, j'ai joué à ces jeux 2 fois, Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, j'y ai joué 2 fois, Chains of Memory j'ai joué une moitié de fois parce que je suis pas allé jusqu'au bout du premier gameplay. J'aime vraiment pas le principe de gameplay, je le trouvais chiant et vraiment pas sympa à prendre en main. Donc, ouais, j'avais ce coup-ci une bonne connaissance du gameplay, de la prise en main. Et donc j'ai essayé de mettre ça en place tout en essayant de faire quelque chose de complet. Et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de plutôt clair, ce qui fait que je pense que les gens qui ont pris le temps de me suivre ont ressenti un petit peu ça. Ce qui fait que je suis assez content. Je suis assez content quand même parmi les commentaires de la plupart des gens qui sont compréhensifs, même s'ils ne sont pas 100% d'accord avec moi ou qui trouvent que ces jeux c'est trop génial, le meilleur du monde. J'aime beaucoup une fois de plus Kingdom Hearts 1 et 2, hein, vraiment, fait partie de mon top 50 des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué, mais pas, voilà, pas mon top 15, et peut-être plus il y a des gens qui... Oh, ça me rappelle un petit peu ça, la vieille époque, hein, lorsque j'avais fait un top 15 de mes jeux vidéo préférés, les gens disaient « Ah oui, t'as pas mis les Kingdom Hearts dans ton top 15, t'as à me dire que t'aimes pas Et je me souviens encore de ça, des réactions un peu stupides à ce niveau-là. Donc ouais, ça a été bien pris, je suis assez content de ça. Et ouais, c'est aussi pour revenir un tout petit peu sur un point de comparaison qui a été fait en essayant de justifier la raison pour laquelle Kingdom Hearts 1 n'a pas connu de succès en tant que critique sur ma chaîne. Ce qui, une fois de plus, aurait pu marcher un peu à l'époque, mais étant donné que ça n'a pas connu de succès pour Chain of Memories et Kingdom Hearts 2, ben, c'est pas juste ça. C'est le fait que ben, la critique d'Edward est sortie peu de temps avant. Edward donc a fait un rétro découverte sur Kingdom Hearts, et je le dis clairement, je trouve pas que ce soit si extra que ça, sa vidéo. Qu'on soit bien d'accord, j'estime qu'Edouard est un créateur YouTube bien plus talentueux que moi, il sait beaucoup mieux mettre en scène ses récits, et il fait vraiment des critiques qui sont assez peaufinées. Il y a beaucoup de ces critiques que j'aime beaucoup, où on donne l'impression vraiment de suivre le jeu du début à la fin avec lui. Et c'est ces critiques que je préfère le plus, vraiment, quand il fait ça. Et malheureusement, sa critique de Kingdom Hearts, je l'ai trouvé assez pauvrette par rapport à d'habitude. C'était une sorte de débat entre lui et Arnaud pour dire que les mondes Disney incorporés avaient une importance, avait un lien avec la psyché du personnage et son évolution.
Et autant je trouve que c'est pas bête à faire passer, autant d'une part je trouve en toute sincérité que c'est un peu tiré par les cheveux de trois moments. Je pense qu'on aurait pu changer l'ordre d'une partie de ces mondes ou en changer quelques-uns. Et on aurait pu réinterpréter un petit peu la chose en suivant le même agenda entre guillemets. Donc je trouve sincèrement qu'il y a certains trucs qui sont un peu faciles à mettre en place. Et puis surtout c'est la seule chose qu'il a appuyée, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a repris une analyse qui a été faite dans un bouquin de je sais plus qui, et au bout du compte, c'est tout ce qui transparaissait dans sa vidéo, ce qui fait que voilà, c'était juste une analyse très partielle, vraiment incomplète, d'un jeu beaucoup plus riche que ça. C'est pour ça que, voilà, je ne veux vraiment pas me mettre en avant par rapport à Edouard, qui globalement a une qualité de travail, des œuvres, des vidéos beaucoup plus travaillées et beaucoup mieux faites que moi. Qu'on soit bien d'accord, mais j'estime avoir été beaucoup plus complet dans ma critique de Kingdom Hearts par rapport à la sienne, hein. Vraiment. Et il faut dire ce qui est, c'est quand même un jeu assez populaire et il y a eu beaucoup de critiques faites là-dessus. Donc j'ai essayé d'être un peu original en faisant quelque chose de complet qui puisse se découvrir par ceux qui ne connaîtraient pas. Comme avec Kingdom Hearts Shadows of Memories et Kingdom Hearts 2. Et si, de mon point de vue, lorsque je me revois ça, d'un œil un tout petit peu détaché, j'ai l'impression d'avoir réussi ça. Pas mal de commentaires donnent l'impression que ça a marché, même si bon, j'ai peut-être pas suffisamment bien résumé l'histoire parce que certains ont été paumés. J'avoue que dans Kingdom Hearts 2, résumer certains points d'histoire sans s'étendre de façon un peu lourde, c'était difficile. Donc il y a ça qui a gêné, mais voilà. Je tenais à faire cette petite parenthèse-là. Respect total pour Edouard qui fait de très bonnes vidéos. Sa critique sur Kingdom Hearts, pour moi, c'est une de ses plus faibles. Voilà, il y a une petite pique rapide contre lui, histoire de... en tous les cas, oui, avant de parler de ce qui a suivi en termes de jeu rapidement, j'aimerais un tout petit peu jeter un mot sur les caméos qui n'étaient pas prévus. Voilà, Maître Xehanort, c'est un petit peu... c'est un petit peu avancé en disant hey, tu vas traiter Kingdom Hearts, je veux participer, je veux participer. Je lui dis ok d'accord, mais de base moi je veux faire ma critique par rapport à moi-même. Donc si tu veux t'incruster là-dedans, essaye de trouver de bons moyens de t'incruster. Et donc il l'a fait pour les deux premiers jeux. Et il y a Lionel B qui s'est dit ah tu vas traiter Kingdom Hearts 2, c'est mon jeu préféré, je veux m'incruster, je veux m'incruster. Je dis ok d'accord, il faudra travailler avec Maître Xehanort et on a fait avec eux. Alors avant que ça paraisse comme ça, je sais que j'ai l'impression que voilà ça m'a fait chier, mais si vraiment j'avais pas du tout envie qu'ils participent, je leur aurais dit. Je leur aurais dit c'est sympa, mais je veux vraiment faire ça par moi-même. On verra une autre fois, ce genre de choses. Je suis jamais contre des caméos s'ils peuvent apporter un peu de dynamisme, un peu de tac au tac dans mes vidéos. C'est un peu ce qui a passé avec l'écriture qu'on a faite ensemble. Mais si pour certains c'est pas passé le plus naturellement du monde, c'est parce que c'était clair et net qu'au départ, ces critiques étaient pensées pour être faites tout seul. Que ce soit clair. J'avais pas prévu une seule seconde d'incorporer qui que ce soit, donc il a fallu que j'œuvre avec eux pour incorporer leur participation et les commentaires qu'ils avaient à dire. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné, hein. Je suis content de la plupart de leur participation, hein. D'autres moments, voilà, j'ai fait avec, je vais pas dire à quel moment, mais voilà, d'autres moments, c'était pas le meilleur, mais la quasi-totalité du temps, j'étais très content de ça, ça a ajouté un peu de dynamisme. Et moi je vous recommande de suivre un peu leurs vidéos une fois de plus, si ce qu'ils ont montré vous a donné envie. Voilà, ils étaient assez fidèles à eux-mêmes comme d'habitude, hein. Lionel B en particulier, c'est pas la première fois que je bosse avec lui, c'est toujours un plaisir d'avoir un peu de tac au tac, quelques réactions à faire avec lui dans une vidéo. J'espère un de ces quatre qu'on pourra enfin faire une vraie vidéo crossover tous les deux, mais à part égale, parce que c'est jamais encore arrivé. En tout cas, maintenant que c'est dit ça, maintenant que j'ai fait un peu le tour de ces critiques-là, je suis sûr que certains se posent la question, qu'est-ce que je pense de ci ou ça. Alors, je tiens à dire un truc direct, si vous voulez mon avis sur les jeux vidéo Kingdom Hearts en détail, presque tous ceux qui sont sortis avant Kingdom Hearts 3, je l'ai déjà fait dans une mise au point précédente. Il y a pas mal de temps, c'est suite donc au top 15 des jeux vidéo que j'ai faites. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus dans cette vidéo, vous n'avez qu'à regarder la précédente. Bien, et à part ça, j'imagine que vous voulez peut-être avoir mon avis sur Kingdom Hearts 3, le dernier gros morceau de la saga qui reposait sur
6 ou 7 jeux importants entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3. Donc déjà, c'est vraiment de jouer sur autant de jeux sur différentes plateformes avant. C'était super pratique pour arriver à sur tout le délire. Et j'ai même pas suivi à 100% tout le truc parce qu'il y a la partie je sais plus quoi là où on suivait l'histoire des élus de Keyblade de bien avant, je sais plus quel monde. C'est même pas super logique quoi parce que j'ai vu des extraits du truc quoi, il y a le monde d'Agraba qui apparaît dans ce truc là qui est censé se passer bien avant. Donc je pige pas exactement en fait quoi. Jafar il est censé avoir quel âge putain. C'est quoi ce truc? Je pige tellement pas. Je pige tellement pas en termes de temporalité, en quoi c'est logique ça, de montrer des mondes qu'on a déjà vus avant, où les personnages ont sensiblement le même âge que celui qu'on voit de plus tard. C'est pas logique du tout pour moi, mais bon, peut-être que je fais pas gaffe à un détail de temporalité, hein, allez savoir. En tout cas, Kingdom Hearts 3 a repris donc pas mal de ces éléments, notamment celui de Dream Drop Distance, parce que bon, on va quand même parler un petit peu de ça, où c'était Sora et Riku qui faisaient une espèce de quête intérieure dans un monde onirique pour retrouver leur pouvoir, je sais plus exactement les détails de ça, et suite à ça, il y a Riku qui en est sorti grandi, et Sora qui s'en est sorti un petit peu revenu au niveau 1. on essaye de trouver une tonne de justifications sur le fait que vous contrôlez encore Sora, et c'est encore un putain de newbie, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? C'est mieux que de justifier ça avec rien dans un sens, mais bon, ça fait un peu grossier sur les bords. Hein. Le mieux serait peut-être pas de contrôler quelqu'un d'autre. Un jeu centré sur Kairi par exemple. Voilà, Kairi c'est une toute nouvelle maître de Keyblade parce qu'elle peut faire ça maintenant, une fois de plus, c'est très facile, ça s'arrive à tout le monde quoi. Et voilà, ce serait un nouveau personnage jouable, tandis que les autres auraient leur truc à côté. Par exemple, ça serait pas plus logique que Kairi ou... Enfin bref, si t'as des détails, bref. On va contrôler Sora qui, pendant la majorité du jeu, va juste déambuler de monde en monde, histoire de se refaire une santé en gros. Hein. Tandis qu'il va se passer énormément de scénarios principaux, en dépit de sa volonté. Ailleurs quoi, avec les autres personnages, Riku, le roi, les membres de l'organisation 13 qui sont revenus pour certains, d'autres qui sont restés dans leur version humaine. Putain, c'est chiant, hein, explique de justifier cette merde quoi. Je suis bien content de pas faire la critique de ça parce que je sens que ça me casserait les couilles, putain. Déjà que c'était prise de chou d'essayer de résumer au mieux certains éléments de Kingdom Hearts 2 mais Kingdom Hearts 3 là je vous jure je ras le cul quoi, je veux plus m'étendre sur les détails de ce genre de truc quoi. Mais bon, le truc le plus important c'est que dans le conflit principal où on essaie de jouer sur énormément d'éléments qui ont été instaurés dans donc, les 6 jeux avant entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3, il y a surtout Sora qui va faire des aventures dans différents mondes Disney, Histoire 2, faire son petit bonhomme de chemin. Et la seule chose un tant soit peu notable et importante dans l'histoire, c'est que dans ces mondes, à un moment donné, il va rencontrer des ennemis qu'il connaît bien. Que ce soit les quelques membres de l'organisation 13 qui sont de retour, parce que voilà, les humains décident de redevenir des simili, je sais plus exactement par quelle putain de logique une fois de plus, et surtout les 4 versions d'Ansem, bordel de merde. Ansem a réussi à faire son délire de voyage dans le temps, je sais pas trop quoi, là, pour réunir donc son vieux lui, son jeune lui, sa version sans cœur et sa version simili. Donc on a 4 Ansem Ansem, qu'est-ce que je raconte Xehanort, excusez-moi, Xehanort. On a 4 Xehanort à affronter en même temps et le truc c'est que vraiment ça justifie comme ça, genre j'ai le pouvoir de l'obscurité qui me permet de revenir dans le temps et de rameuter ces gens-là. Si tu veux mon gars, si tu veux. Enfin bref, tout ce que ces voyages dans les différents mondes humains a apporté, c'est juste de nous faire rencontrer tel ou tel personnage important qu'on affrontera à la fin quoi. C'est tout. Sinon ça ne sert absolument à rien ces mondes à part raconter des trucs totalement indépendants. C'est pire que Kingdom Hearts 2. Je le dis clairement, c'est pire que Kingdom Hearts 2 à ce niveau-là. Et déjà, Kingdom Hearts 2, c'est le gros problème principal que j'ai avec ce jeu. Kingdom Hearts 3, c'est pareil, encore moins notable, quoi. Parce que ça donne vraiment l'impression que ça sert à rien. Alors qu'au moins, dans Kingdom Hearts 2,
on essaye de jouer sur les méchants qui s'incrustent de façon un tout petit peu notable. Ne serait-ce que dans le château de la Belle et la Bête, par exemple. Là, tu sens qu'il y a un but, un objectif qui est compréhensible de la part du simili qui est dans le coin. Par exemple, il y a quelques mondes dans Kingdom Hearts 2 qui donnent l'impression qu'on essaye de relier ça à quelque chose qui a un tout petit peu de sens dans le grand ordre des choses. Là, c'est juste coucou, je suis un de tes futurs ennemis, merci, au revoir. C'est plus ou moins ça. C'est pire dans Kingdom Hearts 3, donc c'est pas mal. Et puis bon. Ces mondes en soi, ils sont assez variables. Hein, pour vous faire un petit peu le tour, si je me souviens bien, sinon je peux trouver une liste rapidement. On commence avec le Colisée. On revient une fois de plus dans le monde d'Hercule, c'est le plus remis dans ce jeu, quoi. On le voit dans Kingdom Hearts 5, Kingdom Hearts 2, Sense of Memories, Dream Drop Distance, le 3, et je pense que dans d'autres aussi. Hein. Il est dans beaucoup de jeux Kingdom Hearts, celui-là c'est le plus notable. Donc, on joue sur ça juste pour appuyer que Sora a perdu ses pouvoirs, il a besoin d'entraînement héroïque, seulement il arrive au moment où Hades veut attaquer les cieux, avec Zeus un tout petit peu qui sert à rien sur l'histoire de dire. Et oui, on luttera avec Hercule pour aider, quoi. C'est pas extra, personnellement. Ça reprend juste un élément du film en l'étirant plus. Ce qui fait que ouais, c'est déjà un petit peu mieux que juste résumer tout le film. Ça prend un élément du film qu'on étire plus en détail, c'est un petit peu mieux. Le suivant, alors on passe un petit moment sur la Cité du Crépuscule, c'est le nouveau coin central où on se regroupe. Et ouais, c'est un truc sur lequel je pourrais me plaindre pas mal de temps, mais ouais, on va se regrouper là-dessus avec des personnages qui ne sont pas de FF. Il n'y a aucun personnage de FF qui est repris, qui joue un rôle un tant soit peu notable dans le scénario. On ne voit personne. On voit pas l'escouade Léon, on voit aucun personnage autour de Claude, de qui que ce soit. On revoit même pas les amis de nos héros, c'est-à-dire Selphie, Tidus et Waka. On ne voit aucun personnage de FF incrusté dans ce jeu. C'est du foutage de gueule. Je le dis clairement, c'est du foutage de gueule. Un des attraits de vos jeux, c'est de pouvoir mélanger un petit peu ça. Et vous êtes en train de me dire que vous pouvez même pas incruster un peu un personnage comme ça. Et venez pas me dire que vous ne trouviez pas l'idée pour les incruster efficacement dans l'histoire. Auron, dans Kingdom Hearts 2, techniquement, on peut facilement s'en passer, tellement il est juste là pour être classe à côté. Et pourtant, vous l'avez incrusté, et c'était cool quand même, malgré tout. Pareil, hein, les trois héroïnes de Final Fantasy X-2, on aurait pu faire totalement sans, ça aurait rien changé, mais vous les avez incrustés. Et certes, c'est clair et net, j'aurais pas été contre qu'on leur donne un rôle plus prépondérant qui a un sens plus poussé que ça, mais c'est mieux que rien du tout, ça a apporté une plus-value malgré tout. Vous avez même pas fait ça. Vous leur donnez absolument aucun putain de rôle. C'est du foutage de gueule, je suis désolé. Vraiment. Pas un seul personnage de FF, à part des petites apparitions comme ça, de rien du tout, d'ennemis, de monstres de FF7, on s'en fout de ça. C'est n'importe quoi. C'est un gâchis particulier. Et les mondes Disney, comme je le dis, sont pas si géniaux que ça. Donc ouais, j'ai fait cette parenthèse-là. Donc dans la Cité du Crépuscule, on aura un petit passage avec Ratatouille, histoire de faire des mini-jeux de cuisine, c'est cool. C'est mieux que rien. On aura bien entendu le retour sur la forêt des rêves bleus avec Winnie l'ourson, ce qui va très vite. Ça reprend un jeu de Bubble en gros, quoi, ce truc, et c'est comme vous voulez, quoi. Et ouais, ça reprend les félins, ça essaye de dire que Sora pense un peu de moins en moins à ça, histoire d'appuyer qu'il grandit, donc une fois de plus, d'un point de vue techniquement thématique, je trouve que c'est pas bête du tout d'incruster ça, ça change rien au fait que j'en ai rien à foutre de cet univers une fois de plus. On passera du temps donc voilà, dans le désordre parce que j'ai pas tout en tête. Le royaume de Corona et Arendelle. Et ouais, je vais pas en dire beaucoup là-dessus, c'est juste des résumés bêtes et méchants de films tels qu'on les connaît. Et c'est un peu naze, surtout quand c'est des films aussi populaires que ça, quoi. Les gens connaissent ces films, la plupart d'entre eux en tout cas. Bon, il y en a quelques-uns bien entendu, ils ne connaîtront pas, mais c'est tellement évident, quoi. Et tout ce que vous faites, c'est recopier le scénario que vous connaissez.
Ok, avec Sora et compagnie qui sont un petit peu à côté, histoire de... Je m'en fous royalement, je suis désolé, je m'en fous royalement. Le seul truc un petit peu sympa, c'est qu'on fait équipe avec le géant de glace d'Elsa dans le monde d'Arendelle, c'est sympatoche ça. En dehors de ça, je m'en fous. Après, nous avons deux mondes de Pixar, donc ils ont enfin incorporé Pixar, j'apprécie ça. C'est les deux les plus intéressants, même si en toute sincérité, vous auriez pu faire plus. Déjà dans le cas de Toy Story, quoi, on fait le monde Toy Story, et c'est le monde humain, avec les jouets qui vivent et tout, nous qui sommes sous forme de jouets, alors que bon, pourquoi on n'atterrirait pas en humain dans un monde qui est censé être humain de base, mais bon... La magie de Donald est très bizarre à ce niveau-là. Ouais, bref, on finit en jouer avec eux en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Notre monde, il n'y a plus d'humains qui vivent. Et normalement, on est dans un monde humain, mais là, il n'y a plus d'humains qui vivent. On essaie de trouver des réponses. Ils ne sont pas clairs sur les réponses qu'on trouve. Et au bout du compte, à la fin, ils disent rassurez-vous, on va continuer de chercher et essayer de trouver une explication. Il y a des gens qui font des fan-théories là-dessus. Ah, peut-être que c'est un monde à part, on s'imagine des trucs super forts autour de ça. Je dis, ah, ok. Je ne sais pas quoi en penser de ça exactement. Le plus intéressant, c'est sans doute le monde de Monstres et compagnie, où on suit Bob et Sully alors que leur entreprise a changé. Maintenant, c'est l'entreprise qui fait rire les enfants. Seulement, cette entreprise est un petit peu attaquée par les sans-cœurs, donc ils doivent un petit peu sauver la situation. Blablabla. Le truc intéressant avec ce monde, c'est que voilà, on part du principe que le film est passé et on nous raconte la suite maintenant. J'apprécie cette idée. Il y a le monde Big Hero 6, le monde des nouveaux héros. En termes de concept le plus intéressant, puisqu'on essaye, comme dans le monde de Monstres et compagnie, de faire une suite au film déjà vu, où il y a donc Hiro qui regrette un petit peu son premier Baymax qui est parti. Donc il s'en est construit un autre avec sa puce qui est restée, mais son premier Baymax qui est parti, il le regrette un petit peu. Et bien ce premier Baymax, il est revenu, seulement il est maléfique, il est du côté des méchants, pour faire le mal. Et donc on se bat avec ses héros pour lutter contre, et au bout du compte, à la fin, il se fait un deuxième Baymax. Je sais pas, il a toujours son Baymax avec lui. Il est toujours avec lui, ça n'a jamais été un corps Baymax, ça a été une sorte de conscience, un programme de son frère. Et ce programme, il existe, il a survécu. Donc le fait de vouloir créer du drame autour de ça, je trouve ça un petit peu grossier sur les bords, mais c'est pas mal, ça fait une truc qui passe bien malgré tout. Hein. Et j'ai le sentiment d'en avoir zappé un, une seconde, je me fais le topo, que j'ai pas mis moi. Ah oui, Pirates des Caraïbes, on revient sur les Caraïbes. En reprenant le scénario de Pirates des Caraïbes 3 en sautant celui de Pirates des Caraïbes 2, ce qui est du foutage de gueule. Je le dis clairement. Mais bon, j'imagine que s'il fallait partir sur une conclusion et que c'était trop serré pour faire deux films, il fallait bien faire le 3 plutôt que le 2, quoi. Donc c'est pas méritant, et une fois de plus, ben, c'est de la copie de ce scénario qu'on connaît déjà. Je m'en fous royalement. Je suis désolé, hein, je m'en fous royalement. Voilà donc les différents mondes que l'on a traités, et je m'excuse si j'en ai oublié un. Néanmoins, bon, j'imagine que l'élément le plus important, le plus intéressant, ça doit être le gameplay, et de ce que j'en ai vu, il a l'air très sympa, très fun. Le seul élément qui me gêne un tout petit peu, enfin que je trouve pas intéressant, c'est le fait que à la place des invocations, maintenant on peut convoquer des attractions Disney. Parce que je ne savais pas que les fans des attractions Disney étaient à ce point prépondérants et présents et voulaient à ce point ce genre de représentation, mais apparemment on peut le faire, donc tant mieux! Tant mieux si ça leur plaît, moi je m'en fous un petit peu. Et de ce que j'en ai vu, ça a l'air de rendre le gameplay ultra fastoche, quoi. La difficulté a l'air pas très poussée avec ce genre de truc un peu pété du cul, quoi. Hein. Donc ça, il y a ça. Et sinon, il y a pas mal de systèmes. Le fait qu'on ait ce coup-ci toujours nos deux compagnons constamment avec nous et de temps en temps des accompagnateurs selon les mondes où on va, c'est cool. Ce coup-ci, on n'est pas restreint à seulement 3 participants lors des combats. C'est quand même une plus-value assez forte par rapport au jeu de départ, je reconnais. Il y a pas mal d'idées assez bonnes, d'évolution du gameplay qui sont cool. Le voyage en vaisseau gummi est ce coup-ci, comme dans Kingdom Hearts 2, largement évolué et donne quelque chose d'encore plus poussé que la dernière fois, donc c'est quelque chose qui vaut le détour. En termes de gameplay, ça a l'air très fun, très bien rendu. Sinon, l'histoire globale, entre guillemets,
On essaye d'en faire des caisses avec Sora donc, qui fait ses trucs dans son coin et qui sert à rien pendant les 3/4 du jeu en visitant les différents mondes Disney pour amener donc à la grande confrontation finale à la fin où tout le monde se regroupe, se retrouve, il y a enfin des retrouvailles après des moments tragiques avec différents personnages, Aqua, d'autres je m'en fous, j'ai pas tout en tête. Tous ces personnages auxquels on essaye de rendre un petit peu justice avec énormément de retrouvailles pour amener à une sorte de grand conflit final contre Xehanort et quelques membres de l'organisation 13 qui sont restés des simili. Voilà, donc il y a ce gros bordel avec tous les héros qu'on a mis en place. Le combat est cool à ce niveau-là. Lorsqu'on met tout le monde en avant, lorsque c'est lutte contre les différents membres qui sont contre nous. Pour le final, quoi. Et au bout du compte, ça se résume à ça, hein, notre participation. On retrouve à quoi tout le monde fait ses retrouvailles après ça, parce qu'il y a un conflit avec Aqua, mais il se résout vite. Et on est content, on lutte contre les grands méchants et on a sauvé la situation. Seulement, il y a un cliffhanger de fin, sur lequel je reviens un tout petit peu. Je m'excuse, mais bon, je pense avoir dit suffisamment de trucs. Hein. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez passer au segment suivant de cette vidéo depuis pas mal de temps. Il y a un dernier truc sur lequel j'aimerais revenir rapidement, c'est donc le cliffhanger de fin et le fait que vous voulez vraiment vous acharner à rendre le truc pas conclusif. Parce que en dépit de tout ce qui se passe, en dépit du fait que ça s'est super complexifié de façon pas très méritée, on rendait ce combat final avec Xehanort x4 et compagnie assez global, assez conclusif en fait. On a nos héros qui ont sauvé la situation, toutes les victimes des anciens jeux entre Kingdom Hearts 2 et 3 qui sont enfin un petit peu sauvés de leur situation, et tu dis cool, on a une bonne conclusion, on peut passer à autre chose, quitte à faire des spin-offs après sur d'autres personnages. Mais non, non. Alors, on va nous balancer 2 nouveaux trucs pour bien, une fois de plus, foutre ça en l'air et complexifier davantage. Donc à la toute fin de Kingdom Hearts 3, Xigbar se montre être membre de je sais plus quel groupe qui a été instauré dans je sais plus quel opus de la saga, et donc il y a quelque chose sous la manche encore plus, donc il y a encore plus de choses à dire là, par la suite de Kingdom Hearts, super. Et il y a Kairi qui disparaît. Et on ne sait pas comment, magie truc muche, pour devoir être sauvé dans une sorte d'extension, je sais même pas si ça va jusqu'au bout de ça. Et j'ai essayé de suivre cette extension du jeu, j'ai pas réussi, j'en avais plus rien à foutre en fait. J'ai essayé de dire, je me suis accroché, je me suis vraiment accroché pour arriver à suivre jusqu'au bout ce que voulait raconter Kingdom Hearts jusqu'à la fin de Kingdom Hearts 3. À partir du moment où vous avez rajouté encore plus de complexification, merde quoi, j'en ai marre. Voilà, je le dis clairement, je veux plus suivre ça. L'histoire de Kingdom Hearts, j'en ai plus rien à carrer. C'est-à-dire que même si j'avais voulu être complet avec Kingdom Hearts, je me serais arrêté à Kingdom Hearts 3, c'est bon là, quoi. Parce que j'ai apprécié les trucs dans les jeux entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3, vraiment. Hein. Burst by Sleep, j'ai bien aimé. Dream Drop Distance aussi, et quelques jeux aussi là, Rico Dead, fun à jouer, même si ça raconte pas grand chose, mais c'était fun à jouer. J'ai apprécié pas mal de ces jeux. Le truc, c'est que, oui, en termes de récit global et le lore de plus en plus compliqué que ça met en place, j'ai lâché. Je dis clairement, j'ai lâché. C'est même pas que c'est trop compliqué à suivre, c'est juste que c'est trop complexe pour être intéressant. Le plus fait le moins, comme on dit des fois, ou le moins fait le plus, et là c'est clairement le cas, quoi. Plus vous en rajoutez, moins ça a un impact et moins ça devient intéressant. C'est totalement ça, ce que ça me fait ressentir la licence Kingdom Hearts maintenant. Ce qui fait que la sortie du prochain Kingdom Hearts 4, je m'en fous un peu, hein, je suis pas ça et je pense pas que je vais suivre le jeu vidéo d'une quelconque façon, hein, que ce soit en jouant moi-même ou par let's play. Parce que je suis plus dedans en fait, du tout. Vous avez trop étiré un truc. Si vous vouliez faire du spin-off, raconter quelque chose de différent, ne centrez pas ça toujours sur Sora et Riku qui doivent toujours être au cœur de tout le truc, quoi. J'en ai un peu plus rien à foutre de ça, quoi. Faites vraiment du spin-off, quoi. Partez sur une histoire totalement différente avec de nouveaux protagonistes. Et totalement. À ce moment-là, je dis, ok,
mais c'est pas ce que vous donnez l'impression de vouloir faire, donc tant pis, au revoir. Sans moi, vous m'avez perdu, je vous rattrape pas. Ah, voilà. Bon, que ce soit clair, hein, là aussi. Sur cette note pas très optimiste, je suis désolé pour les fans, on va peut-être parler d'autre chose. Parce que voilà, Kingdom Hearts c'est terminé. Sur cette chaîne, j'ai le sentiment qu'on va pas s'y pencher davantage. Ça me surprendrait beaucoup, vu l'intérêt assez restreint que ça a suscité au bout du compte. Et on va se centrer sur deux petits sujets globaux que j'ai en tête. J'avoue que j'espérais que ce résumé dure un peu moins de temps, mais je reconnais que essayer de résumer Kingdom Hearts 3 un peu dans les détails, c'était sûr que ça allait me demander beaucoup de temps. Donc, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais un petit peu me pencher via quelques actualités récentes. Et il y en a un qui est un peu polémique, l'autre qui sera un peu plus léger. Allez, on va commencer pour le polémique, pour se poiler un petit peu autour de la politisation dans la réaction aux œuvres artistiques de plus en plus. Une œuvre artistique, pour moi, n'est pas automatiquement politisée. Ne cherche pas à faire de la politique poussée. Techniquement, oui, j'en avais parlé à une vidéo il y a quelques temps. On peut dire dans l'absolu que tout est politique, si ça vous fait plaisir, mais à ce moment-là, plus rien ne l'est. Voilà, tout a une certaine morale, certains codes éthiques, de logique, de société que ça voudrait faire passer. Et évidemment, on peut dire que ça, c'est politique. Mais il y a certaines fois où c'est tellement consensuel, tellement évident que est-ce qu'on peut dire que c'est politique ou juste basique? Pour moi, il y a pas mal d'œuvres qui ne cherchent pas tant que ça à être politisées au point que beaucoup de gens essayent de se l'imaginer. Et c'est ça que je trouve assez irritant de la part de pas mal de réactions ces derniers temps. Parce que il y a vraiment ce besoin, à cause du conflit SJW anti-SJW, on dit plus ça, excusez-moi, c'est pas les mêmes termes, c'est exactement la même chose, le conflit woke anti-woke, Faf, antifa, ce que tu veux, je m'en fous. Sérieusement, appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à battre. Vous n'arrêtez pas de trouver des nouveaux termes. Si ça vous chante, c'est toujours le même refrain, le même bordel, dont j'en ai rien à foutre. Et je le redis pour la énième fois, pour ceux qui n'ont toujours pas saisi ça, j'emmerde les extrêmes des deux côtés, que ce soit clair et net. Et malheureusement, plus ça va, moins j'ai l'impression que lorsqu'une œuvre met un tant soit peu en avant quelque chose qui peut être interprété comme allant dans le sens d'un des deux camps, et ben cette œuvre-là sera automatiquement mise en avant sur ce point-là, et on va débattre à fond sur ce sujet, sur ce point-là, parce que c'est une sorte d'obsession, en fait. Je le dis clairement, ça devient une sorte d'obsession. J'ai pointé ça dans mon avis à tiède sur les anneaux de pouvoir. Il y a un débat que je trouve totalement con sur lequel s'acharner, mais sur lequel beaucoup de gens s'acharnent, c'est le fait que, eh ben, il y a une partie du casting qui est noire ou de couleur, comme on dit. Et j'en ai rien à foutre titre personnel. Je veux bien qu'on trouve quelques excuses qui tiennent un peu la route pour dire hey, c'est pas super cohérent, mais en toute sincérité, si c'est ce genre de cohérence-là qui vous sort d'un film, pour moi c'est très, très superficiel, quoi. Et c'est pas la logique d'écriture, la logique de narration, c'est le fait qu'il y a des noirs dans une communauté qui est censée être uniquement blanche qui vous pose problème. Je trouve ça un peu limité, sincèrement. Il y a beaucoup plus grave que ça à pointer en termes d'incohérence ou même de défaut de fidélité au livre. Au livre qui peut-être pointait que les naines avaient des barbes automatiquement et ne pouvaient jamais être noires, quand bien vous en fasse. Vous pouvez trouver des justifications biologiques naturelles, comme quoi mais ils vivent dans les mines, ils ne devraient pas avoir l'occasion d'avoir ces pigmentations-là. Et je me dis, ok, tu cherches la logique biologique naturelle dans une série de fantasy où la magie existe. Alors, je dis pas une seule seconde que ton argument est complètement fallacieux ou quoi que ce soit, mais tu veux vraiment faire croire que ça, c'est un problème grave. Je
je sais pas, je n'arrive pas à me ranger derrière ces gens-là. C'est un peu le problème en fait. Hein. Il y a des tonnes de trucs qui peuvent être dit là-dessus. Et c'est clair et net que oui, lorsqu'on fait de la représentation noire, LGBT, etc., peut y avoir le problème, et je suis totalement d'accord de ce point de vue-là, que ce soit pour faire passer grossièrement un message. Un message progressiste qui peut être un petit peu vulgaire dans le récit de base ou quoi que ce soit. Mais je le dis clairement, il n'y a clairement pas ça qui se ressent dans les Anneaux de pouvoir pour moi. Hein. C'est juste le casting qui est un peu plus coloré que d'habitude par rapport au Seigneur des Anneaux. Et je me dis, ok, peut-être que c'est pas le plus cohérent du monde par rapport à certains points qui ont été mis en place, mais est-ce si grave que ça? C'est un élément superficiel visuel au bout du compte. Si l'acteur s'en sort bien, ou si l'actrice s'en sort bien, qu'est-ce que j'en ai à foutre, qu'elle soit d'une couleur de peau différente, c'est pas ça qui va me sortir totalement du truc. Sauf si on est vraiment dans un cadre historique où vraiment c'est pas logique une seule putain de seconde qu'une certaine personnalité soit de telle couleur de peau. Les gens qui sont pleins d'Anne Boleyn noire par exemple, je comprends très bien. C'est logique de se plaindre de ça parce qu'elle n'était pas du tout noire à son époque. Et le fait de faire ce changement-là, c'est bizarre. Alors à moins qu'on fasse un délire au perché à la Abraham Lincoln, chasseur de vampires, limite ça peut s'accepter, mais c'est pas l'impression que ça donne. J'ai pas suivi cette série, j'en sais rien en fait. Elle m'a jamais intéressé. Et dans un sens, c'est peut-être presque un coup de com', quoi. Regardez, on va faire ce personnage qui est noir historiquement, qui est pas noir historiquement, un noir, et puis ça va attirer les gens, parce que oui, les gens s'en battent les couilles d'Anne Boleyn, hein. Je veux dire, historiquement c'est pas un nom qui parle, c'est pas un nom qui attirera du monde, quoi. Maintenant que j'y pense. Et oui, ça met un petit peu en avant le problème que j'ai dans les deux sens, parce que je donne l'impression de m'acharner seulement sur un côté, là, mais une fois de plus, je suis contre les deux côtés. Il est clair et net que quand on fait du casting coloré, si j'ose dire, et qu'on vende ça au point de dire regardez, on est particulier, on fait de la diversité, et si vous aimez pas ça, c'est peut-être un petit peu qu'il y a un petit problème chez vous. C'est clair et net que c'est pas génial comme coup de com' et que vous essayez vous aussi d'appuyer une espèce de conflit politique, d'idéologie politique à ce niveau-là. Même si, et c'est ça le truc, créativement, l'œuvre en elle-même ne le veut pas. Mais la promotion de l'œuvre le veut. Vous voyez la différence? C'est peut-être ça le truc qui me gêne un petit peu, quoi. C'est un truc qui aurait pu être critiqué, qui peut être totalement critiqué dans le casting du Seigneur des Anneaux. Il y a eu quelques coups de com' sur le fait que on aimait beaucoup le Seigneur des Anneaux et la trilogie de Jackson, mais ça manquait un petit peu de représentation. Il y a quelques acteurs qui ont dit ça. Et je tiens à préciser, des acteurs. C'est pas les créateurs, c'est pas les gens qui ont fait la mise en scène, c'est pas les scénaristes, ce sont des acteurs. Donc, c'est pas les gens responsables de l'histoire ou de comment ils veulent raconter l'histoire. Je tiens à le préciser. Et donc, oui, on a insisté sur cette promo-là. Et cette promo, je suis totalement d'accord de dire qu'elle est dégueulasse, quoi. C'est pas le truc que vous devriez mettre en avant. Vous devriez juste dire, je suis content de participer à ça, c'était vraiment cool, sans pointer ça particulièrement. Et au bout du compte, ça devrait être ça, en fait. Il y a des acteurs de couleur qui jouent dans une œuvre de fictive où c'est pas aussi évident, pas aussi courant de faire ça, et plutôt que d'en faire des caisses en disant ah c'est génial, regardez, si ça vous plaît pas, c'est que vous avez un problème, ou de dire ah mais c'est nul, c'est pas cohérent, j'aime pas, tout ça là-dessus, vous devriez juste dire on s'en fout en fait, on s'en fout, qu'est-ce que ça raconte au-delà de ça? Ça devrait être ça le truc qui devrait transparaître, mais non, on passe trois plombes à faire ce conflit idéologique parce que on met vraiment en avant cette espèce de double camp extrême qui ne peut pas s'empêcher de gueuler d'un côté comme de l'autre. Et oui, c'est insupportable. C'est insupportable à suivre ça. Hein, et je dis ça pour l'exemple des Anneaux de pouvoir, mais c'est pareil pour d'autres cas, quoi. La Petite Sirène, le film remake live action récent, je ne suis pas intéressé du tout, ça sent la bête répondre sans intérêt, mais sur quoi on s'acharne là-dessus dans les médias? Sur ça. Sur le fait que l'actrice est jouée par une noire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, allez pas me balancer que ça vous dérange qu'on change la couleur de peau dans un conte qui est totalement remis au goût du jour. C'était déjà remis au goût du jour dans le film des années 90, hein, enfin des années 80. Ariel n'était pas censé se comporter comme ça dans le conte de départ. Mais là, ça vous a jamais dérangé, quoi. Vous pouvez dire que la petite sirène de 1989, ça vous dérange pas.
tous les changements qu'ils ont fait, parce que punaise, le nombre de changements, ça devrait être insultant pour les fans de l'œuvre de départ. Par contre, on change la couleur d'Ariel, c'est tout, hein. Ce changement-là, non. Tous les changements faits dans le film de Disney de 1989, on est derrière, ça ne me dérange pas, mais sa couleur de peau, il y a du mal. Je trouve que si vous vous acharnez en priorité sur ça, ça en dit un peu long sur vous. Ça ne dit pas que vous êtes raciste, ne le prenez pas. Dans ce sens-là, je ne veux pas, dans ce sens-là, je ne suis pas une de ces personnes qui vient automatiquement traiter de iste qui que ce soit, tout simplement parce qu'il a une vue un petit peu négative sur telle chose concernant LGBT, les noirs, etc. etc. Ça peut être plus nuancé que ça. Par contre, ce que ça dit sur vous, c'est que vous êtes dans cette totale obsession de l'idéologie politique qui ressort totalement sur Internet de nos jours. C'est-à-dire le conflit entre les woke et les anti-woke. Vous tenez absolument à vous inscrire dans ce conflit-là lorsque la première chose sur laquelle vous vous acharnez, c'est ça. Je le dis clairement. Et c'est pareil dans l'autre sens une fois de plus. Si un des premiers réflexes que je vous avais lorsque vous parlez de représentation dans un média, c'est de dire les gens qui n'ont pas aimé ça sont forcément des istes, c'est que vous êtes obsédé par cette lutte ridicule de deux extrêmes sur Internet. Et j'ai aucun respect pour l'un comme pour l'autre, je le dis clairement. Et quitte à me faire gueuler dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop à fond anti les anneaux de pouvoir sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, et qui vont totalement me gueuler dessus tout simplement parce que j'ai l'audace de trouver que c'est pas si mal. Je ne trouve pas une seule seconde que cette série est géniale, elle est bien sans plus. J'ai l'audace de penser ça et de trouver que la couleur de peau des acteurs est complètement secondaire et ne représente rien dans l'appréciation de la qualité de l'œuvre. Le simple fait de dire ça, ça fera automatiquement de moi, pour une partie de ces obsessionnels, quelqu'un qui est contre leur camp. Donc quelqu'un sur lequel s'acharner, qui a tort et qui doit comprendre que hey, nos revendications c'est important, tout ça, commence à en avoir marre de ces gens-là, tout ça. Je veux pas faire partie de ça en fait. Donc voilà, ma plainte était peut-être un peu plus portée sur tel camp que sur tel autre, mais une fois de plus, les deux camps extrêmes, je les emmerde de façon totalement équivalente. Totalement équivalente, et j'ai tellement pas envie de rentrer dans ces considérations-là en fait. Je ne veux pas que l'appréciation d'une œuvre en fait se fasse sous ce prisme de conflit politique binaire. Surtout quand cette œuvre n'essaye même pas de s'y engouffrer tant que ça. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, vous pouvez trouver des tonnes de choses à redire dessus, hein. Je dis pas une seule seconde que cette série est parfaite, je comprends même très bien qu'on ait des problèmes importants avec, mais si pour vous, l'un des points les plus importants, les plus graves à dénoncer là-dessus, c'est la représentation qui fait grossière et qui casse absolument tout ce que l'œuvre veut raconter, pour moi vous êtes obsessionnel. Et c'est clair et net que c'est pas un des points sur lesquels s'acharner vraiment. Parce que l'œuvre n'essaye clairement pas une seule seconde de jouer là-dessus. De montrer que, regardez, ce personnage est noir, ce personnage est une femme, représentation donc trop fort par rapport aux autres, aux mâles blancs hétéro-cisgenres qui sont moins bien que lui ou elle, et qui sont la mentalité à combattre. Si vraiment c'est ce que vous avez retenu de ce film, pour moi vous êtes un peu paumé, hein. Je le dis clairement. Vous êtes perdu dans cette obsession et j'ose espérer qu'un de ces quatre vous en sortirez parce que sincèrement ça ne mérite pas une seule seconde de débattre réellement avec vous. Et le problème c'est que vous faites partie de ceux qui gueulent le plus. Et c'est vraiment saoulant quand on veut vraiment débattre d'un sujet. C'est vraiment dommage ça. Mais bon, s'il y a des gens que ça intéresse, qui connaissent pas, même si bon, je suis clairement pas la meilleure personne pour faire de la pub vu le peu de nombre de vues qu'il y a sur ma chaîne, je vous conseille sincèrement les critiques du Capitaine Popcorn sur la série, où il va un petit peu en détail sur ce qui se raconte, des points critiques à faire. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est trop génial, tout est bien », non, 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 il déplore pas mal de choses qui vont pas, notamment le rythme dans pas mal d'épisodes.
Et il fait une critique un peu détaillée, pas mal de théories sur la série. Je vous conseille de suivre ça si vous voulez voir des critiques plus nuancées et qui partent vraiment sur ce qui est très intéressant intellectuellement à faire. Je vous conseille vraiment ce gars-là. C'était un vrai plaisir de suivre ces vidéos là-dessus et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et pour finir sur du plus léger, j'aimerais qu'on revienne sur le thème de l'humour. Un thème sur lequel j'étais un peu penché sur pas mal de mises au point il y a longtemps de ça. Maintenant que j'y pense, ça doit faire 3-4 ans que j'ai arrêté de parler de ça. Et il y a une réflexion qui s'est faite en moi il y a quelques temps de ça sur deux sujets en particulier. Lorsque j'ai fait la vidéo un petit peu réponse à MJ sur le principe de parodie, enfin c'est-à-dire que voilà, il en voulait à ONC de faire de l'homme de paille alors que pour moi c'était de la parodie. Et une autre chose sur laquelle on m'a un tout petit peu pointé dans un de mes lives, c'est-à-dire mon avis sur Lego Batman. Ouais, c'est assez bizarre. Et les deux sont liés, vous allez voir pourquoi. Parce que je me souviens que dans ma critique, dans mon retour sur MJ par rapport à ça, on avait dit que ouais, une parodie, ça a sa force quand on essaye quand même de reprendre un élément notable de la personne de base. Si ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas de la bonne parodie, c'est mal fichu. Ce à quoi j'ai répondu dans le cas de M. Night Shyamalan que oui, ça reprend des éléments de critique notable du personnage. Donc voilà, c'est juste la personne n'avait pas vu. Mais bon, j'ai le sentiment que cette personne n'avait pas suivi en détail la vidéo en elle-même. Elle a pris les paroles de MJ pour mon content, mais bon. Ça, ce n'est que moi qui suppute. Et il y a le principe de Lego Batman. Et pourquoi je me penche là-dessus, c'est que Lego Batman est clairement une parodie de Batman. Et ces deux considérations m'ont amené à réfléchir un petit peu sur les différentes nuances de parodie qu'on peut avoir. Parce que pour beaucoup de gens, la parodie, c'est presque juste on fait n'importe quoi autour d'un matériel de base, et tant que c'est marrant, on s'en fout. C'est le principe avec la comédie déjantée. C'est toujours l'excuse que beaucoup de gens trouveront. C'est de la comédie qui s'assume pleinement. Donc on s'en branle royalement du reste. La cohérence du récit, la consistance des personnages, leur considération, la justesse de comment les choses doivent évoluer, tout ça, on s'en bat les couilles. Est-ce que c'est marrant ? Voilà, hein, je vous cache pas que j'ai pas des masses de respect pour cette vision des choses. Si ça vous fait plaisir de vous débrancher le cerveau juste pour se marrer devant une œuvre sans penser à quoi que ce soit d'autre en dehors de l'humour, tant mieux pour vous. J'ai envie de plus que ça, même devant une comédie bien déjantée. Je trouve que les comédies déjantées qui marchent le plus sont celles qui savent se donner une certaine logique, un récit un petit peu pensé au-delà de l'humour qui va derrière. C'est moi qui me radote puisque j'ai déjà dit ça avant, mais voilà, je tenais à le préciser. Et donc, dans le cas de la comédie, pour moi, il y a des nuances à faire sur l'approche comique de la parodie d'un événement ou d'une personne, d'un personnage. C'est-à-dire, est-ce que la parodie qu'on a créée reprend fidèlement les traits du personnage, de l'événement à un certain degré ou pas ? Est-ce que, à travers cette parodie, on a l'impression de retrouver un peu notre personnage, ou vraiment très peu ? Et il y a vraiment, je trouve, cette nuance d'appréciation qui ne dit pas automatiquement si votre parodie va être mauvaise ou pas. Je le dis clairement, hein, et c'est pour ça que je vais prendre deux exemples précis avec le jeu Final Fantasy VII, qui a eu droit à pas mal de parodies, faut dire ce qui est, notamment une saga MP3 par Durandal, fut un temps, ça commence à dater un petit peu ça, faut dire ce qui est, et une série abrégée par les mêmes qui ont fait Dragon Ball Z abrégé, donc quand même du haut niveau, hein, Abridge, donc c'est des Américains, et ces deux approches sont très intéressantes en fait. C'est Team 4-Star, voilà, je me souviens de Team 4-Star. Team 4-Star a donc fait une approche donc plus comique, évidemment, de Final Fantasy VII, en essayant de rendre certains éléments plus humoristiques, plus absurdes, plus grotesques autour des personnages, mais en essayant de rester fidèle à ce qu'ils représentent. Claude, par exemple, il est un petit peu génial sur les bords, mais on essaye de rester un petit peu fidèle à ce qu'il représente, c'est-à-dire il est paumé, il essaye de se la jouer cool, alors qu'en fait, il n'est pas tant que ça, on le reprend un petit peu là-dessus, et il se fait un peu manipuler par les filles qu'il croise pour
pour un petit peu suivre le scénario. C'est techniquement ce qui se passe dans le jeu, mais traité à un degré plus comique, plus fort, et donc ça rend la chose très bien, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir presque une version alternative du Cloud qu'on connaît par rapport à ça. Et c'est pareil avec la plupart des personnages qui sont présentés dans cette version abrégée. Ils sont très fidèles aux personnages du jeu, et ils sont vraiment partis sur une approche qui leur rend justice à un certain degré, même s'ils les ridiculisent un petit peu. C'est ce que j'appelle de la parodie fidèle, ça. C'est vraiment le degré de parodie très fidèle, où même si c'est pour le gag, on ne sort pas tant que ça du caractère du personnage de base. Alors que dans le cas de Durandal, lorsqu'il a fait sa saga MP3, autant certains personnages étaient plutôt fidèles à ce qu'ils représentaient avant, autant il y en a certains, ça n'avait absolument rien à voir. Mais vraiment, que dalle. Notamment, le truc qui m'a le plus marqué, c'était Vincent. Vincent, bon, si vous n'avez pas suivi la saga MP3 de Durandal, vous allez être complètement paumé, mais si vous ne connaissez pas FF7, alors là... Quand il parle, ce con, on comprend absolument que dalle. Voilà, Vincent, c'est un scientifique qui s'est mis à broyer du noir après une grosse tragédie qui lui est arrivée, alors qu'il est devenu vampire, en fait. Et donc... Le gars, il est très sombre sur le principe. C'est du genre un petit peu émo sur les bords, à un certain degré. Et c'est un peu comme ça qu'on l'a traité dans la version abrégée de Team 4 Star. Mais, dans la version de Durandal, ce mec, c'est Patrick Bruel. Il y a le mec qui devait faire sa voix, qui a dit à Durandal, je peux partir un peu sur mes délires. Et un de ses délires, ça a été de faire la voix de Patrick Bruel. Et Durandal s'est dit c'est trop marrant, fais-moi ça, et il est parti sur une tonne de blagues autour de ce truc. Ce qui fait que, en toute sincérité, le gars ne ressemble absolument plus en rien à ce qu'était Vincent au départ. Il n'y a absolument que dalle. On aurait pu partir sur cette voie en faisant, je sais pas, un mec Evanescence ou quoi que ce soit, histoire de dire qu'il est un peu émo sur les bords, mais non, Patrick Bruel, ça n'a rien à voir. Et le fait... on se retrouve avec un personnage 100% différent. Que ce soit dans le ton, mais aussi dans le caractère, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que cette parodie est mauvaise? Non, dans le sens où c'est totalement assumé et que c'est là pour faire marrer, quoi. Imaginez si, si Vincent avait été un clone de Patrick Bruel. Je dis, ouais, le concept même est assez marrant. Mais, et c'est un petit peu le truc qui va me faire revenir un petit peu à Lego Batman, puisqu'on va y venir. Mais c'est clair et net qu'on ne retrouve plus le Vincent qu'on a connu. On n'est plus dans FF7 là. On est vraiment dans une version très bastardisée de l'œuvre qui se contente juste de partir dans des petits délires. Des délires qui peuvent être très drôles, qui en soi peuvent donner quelque chose qui se contient bien. Et c'est ce qui marche majoritairement dans Banal Fantasy de Durandal, quoi. Ça passe plutôt bien. C'est pas mon préféré, je préfère Banal Fantasy 2, personnellement, qui reprend FF8 de Durandal à ce niveau-là, mais ça passait bien dans Banal Fantasy, quoi. Et si je fais part de tout ça, c'est juste pour bien appuyer que la parodie marche en nuances. La parodie peut être soit une sorte d'apport assez fidèle à ce qu'on connaît de base, en appuyant davantage le côté un peu absurde et humoristique, soit ça peut être un délire qui se soucie plus de rester fidèle à ce que représentait l'œuvre de base. Et tant qu'on assume ça et qu'on va à fond là-dedans pour faire quelque chose qui passe bien, moi je n'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, je peux avoir un certain problème si on essaye de légitimer la chose comme véhiculant un certain message. Et c'est là que va venir la petite critique que j'ai à faire de Lego Batman. Lego Batman qui est un film très fun la grosse majorité du temps. On a cette version très bastardisée de Batman, le mec qui s'y croit trop, qui dit « Ah, je suis tellement meilleur que tout le monde, regardez-moi comme je suis cool et torturé !» Ce genre de truc qui est déjà présent dans la grande aventure Lego, non, je tiens à le préciser, et qui m'avait pas trop dérangé, à part un ou deux moments où c'était un peu grossier, mais globalement c'était ça passait bien, parce que voilà, c'était de la parodie pas fidèle. Ce n'est pas ça, Batman, je suis désolé. Ça, c'est pas de la parodie fidèle à Batman, c'est de la parodie fidèle à comment certains fanboys s'imaginent Batman, en fait. C'est-à-dire, ouais, Batman, il est trop classe, il est trop dark, il est trop sombre, il est trop meilleur que tout le monde. Mais ça n'a jamais été
En tout cas, dans les œuvres vraiment marquantes du personnage, ce qui définissait le caractère de Batman. C'est juste comme ça que les gens voient Batman. C'est considéré comme peut-être le héros préféré du grand public. En tout cas, pas loin, j'imagine, hein, derrière Spider-Man peut-être. Et de fait, il y a cette considération du grand public qui est là et qui, des fois, a su malencontreusement inspirer certaines représentations du personnage qu'on a tendance à critiquer un petit peu. C'est une parodie qui reprend plutôt cette considération du personnage et qui, pour moi, représente pas le vrai Batman. Ce n'est pas une parodie fidèle de Batman, c'est une parodie qui en fait des caisses et qui peut être très drôle à ce niveau-là. Je suis pas du tout contre cette approche de parodie de Batman. C'est pas ça qui va me poser problème. Ce qui va me poser problème, c'est que dans ce film qui en fait un peu des caisses, qui essaie d'être parodique, on décide à un moment donné, vers la fin, de faire une espèce de message autour du caractère, du comportement de ce Batman-là, de cette parodie qui n'est quasiment pas fidèle au vrai Batman qu'on connaît en termes de caractère, pour dire que c'est pas bien, qu'il a besoin d'évoluer et de se comporter mieux. Et je le dis clairement, vous ne pouvez pas partir sur de la parodie qui en fait des caisses, qui se détache à ce point du caractère connu du personnage qu'on a suivi dans autant d'œuvres, et faire un message autour de ce personnage comme si vous vouliez faire passer quelque chose de fort. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marche pas. Parce que ça n'a rien à voir avec Batman. Ce n'est pas une approche notable de Batman, ça. Et de fait, pour moi, c'est là que ce film se plante un petit peu. Le reste, ce n'est pas de problème avec ça. Hein, je trouve que c'est de la parodie fun. Mais ce moment-là, c'est le truc qui m'a fait avoir du mal avec le film Lego Batman. Donc, ouais, en gros, cette partie-là, c'était surtout pour me plaindre un petit peu de ce film-là sur cet élément-là. Parce que j'avais pas des masses de choses à dire. Et c'était une occasion assez précise pour parler du concept de parodie. Mais voilà, c'est un peu la chose principale que j'ai à reprocher au film Lego Batman, c'est le fait que cette parodie excessive, on essaie de lui donner une sorte de légitimité à être critiqué, à avoir une certaine évolution, alors qu'au bout du compte, ce que vous faites, c'est critiquer votre propre parodie excessive. En disant que c'est pas bien ce qu'elle fait, oui je suis content de savoir ça, oui votre parodie excessive fait n'importe quoi, elle devrait se faire taper les doigts pour ça, c'est bien. Seulement ça dit quoi? Ça dit rien quoi. Parce que ça n'a rien à voir avec le vrai Batman qu'on a suivi sur autant d'œuvres et qui est beaucoup plus que cette version que vous nous pointez là. C'est, je pense, l'élément à garder en tête lorsqu'on se lance dans de l'approche parodique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut essayer de garder une fidélité assez notable avec le matériau de base pour essayer peut-être d'aller un peu plus loin que juste la comédie. Et dans le cas de Machine at Bridge, donc la parodie de FF7 par Team 4 Star, ça passe très bien à ce niveau-là. Ça essaye d'être plus sérieux, plus carré, d'appuyer plus en détail sérieusement des éléments de l'œuvre originale parce que ça essaye souvent de rester fidèle au caractère qu'on connaît bien. Et si on part sur du gros délire où on s'en fout un petit peu d'être fidèle à ce point au caractère, etc., vous ne pouvez plus vous permettre de repartir sur quelque chose de sérieux. Vous embrassez juste le fait que vous êtes une parodie qui fait n'importe quoi, à un certain degré, n'importe quoi c'est un petit peu péjoratif, qui part un petit peu dans son délire total et qui se donne sa propre identité et qui donc ne peut pas se permettre de repartir sur du plus sérieux après coup, quoi. Vous ne pouvez pas faire avec les deux. Soit vous faites un effort de fidélité et à ce moment-là vous pouvez vous permettre d'aller plus loin que la parodie drôle, soit vous vous en fichez de la fidélité et à ce moment-là vous restez dans le seul et unique domaine que ça vous permet de vraiment dépeindre, c'est-à-dire la drôlerie excessive qui peut être très bien faite, hein, qui peut se faire dans un cadre bien pensé, hein, c'est pas le truc, hein, mais voilà, ça vous ferme certaines portes, ce genre d'approche de facilité. C'est ce que je dis. Et pour moi, Lego Batman, c'est un peu fermer cette porte en essayant de s'y engouffrer après. Hein, si je devais faire une critique détaillée de l'élément qui m'a gêné dans Lego Batman, c'était plus ou moins l'excuse principale de ce point-là. Mais bon, c'était sympathique de parler de ça, et comme je dis, c'était plus léger que le cas précédent.
Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de mise au point. J'avais ces deux sujets qui me sont popés en tête dernièrement et j'avais envie d'en parler. Je vous espère que ça vous a plu. Je vous donnerai donc rendez-vous pour ces 2 derniers mois pour les critiques d'Encanto et de Alerte Rouge. En espérant que ça vous plaise, ça aussi. À très bientôt. Bye.